Salut les amis, c'est Orpheus. Soyez toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai une annonce à vous faire, une annonce très triste. C'est qu'ensemble nous allons faire la review de l'épisode 7 de Sensei Sentia Show. Et que malheureusement nous allons en faire son débriefing et son comparatif par rapport au manga. Et que ça va être très difficile pour moi de ne pas craquer. Non mais allez, plus sérieusement les amis, j'ai quand même gardé un brin de motivation et de jovialité, mais je peux déjà vous annoncer les amis que cet épisode 7 de Sensei Sentia Show enterre, une bonne fois pour toutes, l'animé de cette série par rapport au manga. Ça l'enterre clairement. Alors, on va commencer tout de suite tout ça. Et donc, on va commencer par parler de l'introduction de cet épisode 7, qui nous montre Saori recevant la flèche d'or de Trémi, lors de son arrivée au sanctuaire. Et on voit donc Shoko qui ressent donc cette douleur, cette blessure infligée donc par Trémi de la flèche à Saori. Et on voit Shoko qui se retrouve englobé d'une aura maléfique, d'accord, qui l'a fait souffrir le martyr et qui reçoit des douleurs incommensurables. Déjà, les amis, ça c'est quelque chose qui déjà m'énerve à un point. Pourquoi? Parce que oui, dans le manga, Saori reçoit la flèche, oui. Et oui, Shoko ressent cette douleur au travers du cosmos d'Athéna, oui. Mais jamais, au grand jamais, Shoko ne se retrouve au sol, en mauvaise posture, entouré d'une aura maléfique. Dans le manga, ça n'existe pas. Et tout ce qui va en découler n'existe pas. Donc ça me pose un énorme problème parce que, voilà, encore une prise de liberté au niveau du scénario qui est ultra mauvaise et qui n'est en rien cohérente avec le manga original. Donc, une fois que le générique qui se passe, hop, on retrouve donc Shoko au sol, englobé de cette aura maléfique, et qui voit donc le moment où Saga est avec Aiolos du Sagittaire, donc en présence du grand Pop dans la salle du trône. Et on voit donc Shoko, ou en tout cas l'âme ou le cosmos de Shoko, qui est en lévitation derrière eux et qui participe à la scène où, au moment en tout cas, où le grand Pop Sion décide de céder sa place parce qu'il explique que Athéna s'est réincarnée après plus de 200 ans et que cela annonce la venue d'une nouvelle guerre sainte et que il est temps pour lui de céder sa place et que donc il désigne Aiolos du Sagittaire pour le remplacer et que celui-ci acquiesce et qu'on voit Saga qui de coin de l'œil le regarde avec un air un peu méprisant. Aiolos qui va devenir le nouveau grand Pop, d'accord. Et on voit Shoko qui assiste à toute cette scène. Pourquoi? Aucun intérêt, cette scène n'existe pas dans le manga de Sentia Show, ça n'existe pas. Alors, c'est une scène que j'aime bien dans l'anime, pourquoi? Parce que ça vous confirme ce que je disais par rapport à ce qui est expliqué dans Lost Canvas, que le fait que le grand Pop désigne son successeur et que du fait qu'il désigne son successeur, il y a une transmission de connaissances et de savoir qui se fait, d'où le fait que Saga n'a jamais pu avoir connaissance des Sentia auparavant, avant qu'il ne rencontre Katia de la couronne boréale. Mais là aussi, dans ce passage qui confirme juste l'explication que je vous avais faite dans l'épisode, donc dans la review de l'épisode 6, c'est aussi le fait que dans ce passage-là, on voit quoi? On voit qu'ils ont fait un raccord aussi colorimétrique de la chevelure de Sion, qui est brune, d'accord, qui est de la même couleur que le grand Pop qui rend l'armure de Pégase à Seiya dans l'animé de 86, et qui était incohérent avec le personnage de Sion. Pourquoi? Parce que Sion a les cheveux verts dans l'animé, a les cheveux clairs dans le manga, et qui plus est, le grand Pop qui rend l'armure de Pégase à Seiya dans le manga ou dans l'animé, techniquement c'est Saga. Pourquoi? Parce que il y a déjà une partie des 13 ans qui s'est écoulée à partir du moment où Saga a attenté à la vie de Saori en tant que réincarnation d'Athéna. Donc déjà il y a ce problème de cohérence dans l'animé de 86 par rapport donc au grand Pop présent, qui n'est pas Saga, qui est Sion. Donc eux, ils ont interprété Sion dans l'anime de 86. Ici, on fait un raccord, à mon avis, ils se sont dit, tiens, on va faire un raccord couleur de cheveux pour cloper, pour que ça soit bien pile poil en cohérence avec l'anime de 86. Mais non, c'est mauvais. Parce que Sion a les cheveux verts, et Sion, on pourrait même pas partir du principe que ses cheveux sont verts parce qu'on le voit en tant que renégat. Non, pourquoi? Parce que tous les autres renégats ont les cheveux de la même couleur que quand ils sont chevaliers d'or. Donc, ça n'a aucun intérêt, raccord couleur la chevelure de Sion mauvaise, passage qui ne sert à rien dans l'animé, donc voilà, très mauvais. Et on voit Shoko qui participe à toute cette scène, elle voit tout ça, voilà. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir après le moment où Saga décide de tuer Sion. Et là on voit Shoko qui participe à toute cette scène.
Et on voit Sion, encore une fois, hein, avec sa grande chevelure étalée au sol, hein, avec sa grande chevelure brune. Enfin, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est une scène qui n'existe pas dans le manga Sentia Show, qui n'a aucun intérêt à se retrouver là. C'est quelque chose qui aurait pu se retrouver dans l'anime de 86, ce passage-là, cette explication. Mais non, on a mis ça dans Sentia Show et ça n'a aucun intérêt. Il y a tellement de choses à montrer au niveau du manga que non, ils ont préféré inventer une scène qui n'existe pas. Et on voit un Shoko qui souffre, qui souffre, qui souffre, qui souffre. Par contre, après, on voit quoi? On voit un résumé de la bataille des 12 maisons. Résumé que je trouve magnifique, mais encore là-dedans, on voit que Shoko participe à ce résumé. On voit qu'elle est, elle est spectatrice de ce qui s'est passé dans la bataille des 12 maisons. Pourtant, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans le manga, Shoko n'est pas par terre en train de vivre tout ça. Elle n'est pas mise à mal. Et que cette bataille du sanctuaire se déroule à la fin du tome 5. D'accord? Ça se déroule à la fin du tome 5. Donc, aucun intérêt. Aucun intérêt de visionner tout ça avec Shoko qui est là en tant que spectatrice. Donc, aucun intérêt. Par contre, je trouve que l'animation du résumé est très très bonne. Ce sont des très beaux plans qui sont bien mis en valeur. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Et on a quasiment toutes les phases voilà, qui sont représentées. Enfin, la bataille de maison est représentée à chaque fois par quelque chose. Donc, c'est vraiment très très bon. Ensuite, on voit quoi? On voit, dans la foulée de ce résumé, qui pour moi est heureusement très bon, on voit que Shoko est également spectatrice du passage avec Seiya et Pégase. Et on voit Shoko qui parle et qui pleure. Et on voit Saga qui entend cette voix, hein, un peu comme quand il entend sa propre voix gentille. Mais du coup, c'est n'importe quoi. Depuis quand Saga entend une voix féminine? Il n'a jamais entendu autre chose que sa propre voix gentille qui essayait de lui expliquer que jamais n'arrivera à ses fins, etc. Donc là aussi, cohérence nulle, mauvaise prise de liberté, ultra mauvaise. C'est très très mauvais. D'accord? Et là pourtant aussi, par contre, c'est ça que je trouve vraiment dommage, c'est que toutes ces prises de liberté détruisent tout ce qui a été mis en place parce que l'animation de cet épisode est dingue. Elle est aussi bonne que l'épisode 5. Le moment où on voit Seiya qui porte son attaque sur Saga, c'est magnifique, quoi. Son attaque est super jolie à voir au niveau visuel, c'est génial. Donc voilà. Ensuite, on voit quoi? On voit dans la foulée Seiya qui va donc prendre le bouclier d'Athéna, qui l'oriente. On voit la lumière qui est projetée sur Saga, comme dans le manga. Et on voit donc cet esprit de Saga qui s'envole. Heureusement, ça a été montré à l'écran parce que ça a une incidence sur ce qui se passe par la suite. Et là, c'est cohérent. Par contre, ce passage est cohérent par rapport au manga original et par rapport à ce qui est montré dans le manga. D'accord? Parce que dans le manga, ce passage est représenté hein, après le résumé des 12 maisons. Donc voilà, ça c'est représenté avec l'envol de cette âme maléfique qui aura un impact important dans la suite des événements, d'accord? Mais ça, c'est heureusement, c'est aussi également présent dans le manga de Kurumada, hein, donc c'est présent dedans, on voit cette âme qui s'envole, mais c'est vrai que dans le manga original de Kurumada, ça n'est pas texto expliqué pourquoi son âme s'envole et où elle s'en va. On se dit, voilà, l'âme a été détruite. Or ici, l'âme a quand même une importance dans la suite des événements, d'accord? Sans spoiler. Ok, une fois que ça c'est fait, on voit quoi? On voit donc que cette flèche disparaît et que Shoko, hop, revient à elle, elle se sent bien. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que Shoko ne subit jamais quoi que ce soit par rapport à la blessure d'Athéna en tant que telle. Après, on voit quoi? On voit tous les chevaliers d'or encore vivants qui prêtent allégeance à Saori, ainsi que les habitants, les guerriers, on va dire, basiques du sanctuaire. Ça c'est pareil dans le manga. C'est un passage qui est retranscrit de la même manière. Ensuite, on voit quoi? On voit Saori qui s'encourt vers la zone où se trouvent Saga et Seiya. Comme dans le manga, hein, elle va vers cet endroit. Et on voit donc Saga qui est présent devant elle à genoux et qui lui explique que voilà, jamais il ne pourra être pardonné de ses faits et gestes et du crime qu'il a commis. Donc voilà. Et son suicide est identique par rapport au manga tel qu'il est retranscrit dans l'animé et est identique par rapport donc à ce qui est présenté ici dans l'animé et donc dans le manga original de Kurumada. Son suicide se fait de la même manière. Donc jusque là, il n'y a pas de problème. Ensuite, dans la foulée, on va retrouver quoi? On va retrouver donc nos Sentia hein, avec Mayura Dupont et ses
ses acolytes, hein, avec donc Shinato et Mirai, qui sont donc en présence donc des esprits qui s'envolent hein, vers une lumière qui vient d'apparaître hein, au-dessus des vestiges du temple d'Eris. C'est une lumière violacée comme ça qui apparaît. Et on voit quoi? On voit que Shoko se fait donc happer par des racines maléfiques. Ça, c'est exactement pareil dans le manga. Jusque-là, c'est pas de souci, c'est cohérent. Elle se fait happer et elle se retrouve face à Kyoko devant l'arbre de la discorde hein, dans le monde d'Eris. Et on voit Shoko qui a une discussion donc avec Kyoko, qui est la réincarnation donc d'Eris, et qui lui dit, donc Eris lui dit, ben voilà, la bataille va commencer, j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, donc je te propose de venir avec moi et de participer à tout ça avec moi. On voit que Shoko n'a pas envie, et on voit que les Chevaliers d'Or donc expliquent aussi dans la foulée à Athéna que voilà, il va falloir faire quelque chose, et que c'est trop dangereux pour elle, elle peut pas les combattre seule, et que c'est eux qui vont prendre part au combat face à la menace d'Eris, d'accord? Cependant, on voit donc dans cet animé, et ça c'est pareil dans le manga, hein, c'est tout pareil, jusque-là ils expliquent la même chose, pardon. Et on voit que dans l'animé, donc Saori apparaît donc devant Eris, accompagné de Milo du Scorpion, et qui lui dit que voilà, elle a enfin décidé donc que son vœu s'est réalisé, hein, voilà, de devenir quelqu'un, hein, donc en s'adressant donc à Kyoko. Donc là on se rend compte que Kyoko au final, même en étant une Sentia, avait dans un coin de sa tête l'envie de devenir peut-être quelqu'un de plus puissant, et qu'au final ben, le fait d'avoir pris la place donc de sa sœur en tant que réincarnation d'Eris, au final ça a peut-être été la bonne occasion qui a fait que son vœu puisse se réaliser. Et dans le manga c'est comme ça que c'est expliqué aussi. Saori lui explique voilà, tu as enfin arrivé à réaliser ton souhait, c'est-à-dire voilà, de devenir quelqu'un d'assez important, d'accord? Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas pour moi un problème en soi au niveau du personnage, d'accord? Mais là par contre où ça pose un énorme problème, c'est qu'on voit après dans ce passage, donc Eris qui fait apparaître la pomme d'or. Alors cette pomme d'or, dans le manga, elle l'a fait apparaître aussi, sauf que là on voit que la pomme d'or, elle apparaît et elle fait traverser le corps de Saori avec cette pomme d'or, et on voit Saori qui tombe au sol et qui se voit avoir une marque qui apparaît sur son cou. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que dans le manga, au moment où elle fait apparaître sa pomme d'or, il y a Rigel d'Orion qui apparaît, et on voit Eris qui dit à Shoko et à Saori et à Milo que ils se reverront bientôt, et elle s'en va. Ni plus ni moins, elle s'en va. Or ici, non. Au niveau scénaristique, ils ont décidé que Eris portait une attaque avec la pomme d'or sur Saori, et que celle-ci serait frappée d'un sortilège, d'un sort, qui verrait donc apparaître une marque, et que lorsque cette marque sera complète, eh bien le monde va tomber dans une guerre totale, voilà, dans de la violence, etc. La marque, dans le bouquin, elle existe. Elle est portée sur Saori, mais d'une autre manière, d'accord? C'est un sort qui est lancé par Eris depuis son temple. D'accord? C'est comme ça que c'est porté dans le manga. Ici, c'est pas comme ça que ça a été décidé. Ils ont décidé de porter un peu une attaque, un peu comme dans l'animé, hein, dans les années 80, lorsqu'il y avait l'OAV avec la légende de la pomme d'or. Je trouve ça dommage parce qu'ils ont au final refait le même style d'attaque, ce qui n'a aucun intérêt vu que c'est pas comme ça que c'est expliqué dans le manga. Voilà, tout simplement. Et je trouve ça vraiment d'un mauvais goût, parce que, encore une fois, c'est pas cohérent par rapport au manga, et ça n'a ni queue ni tête, et on commence à perdre le fil de l'histoire. Et après, en plus de ça, on voit Kyoko, enfin Eris en l'occurrence, avant de s'en aller, qui glisse dans le creux de l'oreille de Shoko quelque chose, et qui lui dit voilà, si tu veux sauver Athéna, voilà ce que tu devras faire. Et on ne sait pas ce que c'est. Mais jamais ça n'est mis comme ça en place dans le manga. Jamais, jamais, jamais. C'est du grand n'importe quoi. Grand n'importe quoi. Et après, bon, on se retrouve donc avec donc Saori, hein, qui est dans les bras de Milo, frappé du sceau d'Eris, hein, au niveau du cou, qui prend de l'ampleur. Et on les voit donc au pied d'un escalier menant, hein, au monde d'Eris, hein, un petit peu comme on pouvait voir dans une partie donc, de l'Inferno dans la série Hades. Dans le manga, c'est représenté comme ça aussi, hein, avec ces genres de plateaux en lévitation. Mais donc voilà, c'est très très mauvais.
encore une fois, cette mise en place donc du scénario, de ce qui nous est montré, c'est ultra mauvais. Et j'ai vu que The CNS, au moment où je fais cette review, n'a pas encore fait la review de l'épisode 7 parce qu'il a été dégoûté de cet épisode. Et je le comprends, parce que encore une fois, on nous a montré des choses qui n'existent pas. Alors, je vais résumer en vitesse donc cet épisode 7, les amis, qui pour moi est l'aboutissement de la nullité de cette série animée. Et je dis bien la série animée et pas le manga. Même si je regarderai la suite, parce que je veux voir la suite et j'espère qu'ils en feront d'autres, parce que j'ai envie que cette série au final soit finalisée, hein, que ça ne s'arrête pas après 10 épisodes parce que ça ne marche pas. Mais au final, je me rends compte que plus on avance et plus des libertés sont prises et à très très mauvais escient. Donc en résumé, dans cet épisode, on peut dire quoi? On peut dire que 1, la partie saga Aiolos et Sion avec la succession de celui-ci en tant que grand pop, ça n'existe pas dans le manga, donc c'est une scène qui n'a aucun intérêt de s'y retrouver. Que Shoko jamais ne se retrouve au sol lorsqu'Athéna est frappée de la flèche d'or de Trémi, que jamais Shoko ne vit tous ces événements, ni la bataille des 12 maisons, que... voilà, que ça n'a ni queue ni tête, ça n'a ni queue ni tête. Il y a un tiers de l'épisode qui ne sert strictement à rien et qui est incohérent par rapport au manga de Sentia Show et qui en plus au niveau de certains raccords colorimétriques est incohérent par rapport à l'anime de 86, hein, d'accord. Donc voilà, ils auraient pu faire un effort pour que tout soit raccord, cohérent avec tout ce qui peut exister. Non, ça n'a pas été fait, c'est n'importe quoi. Après, la partie donc... je disais donc avec Iris c'est pareil, hein, la pomme d'or qui est envoyée comme attaque sur Saori, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est pour moi un gros problème au niveau donc de la cohérence de cet épisode. Et pourtant malgré tout, ici par rapport à l'épisode 6, ils ont refait de nouveau une animation de feu de Dieu, comme l'épisode 5 qui était juste magnifique, qui était pour moi les deux épisodes où l'animation est juste démente, c'est vraiment très très beau à voir. Et au final, non, tout est détruit par une mise en place scénaristique, un storyboard de merde, faut dire les choses, c'est de la merde, c'est ultra mauvais. À côté de ça, tous les petits passages qui ont été à côté, hein, comme la légende des chevaliers d'or encore vivants, des autres personnes, tout ça c'est cohérent par contre, tout ça suit le manga, c'est clair. Mais par contre voilà, il y avait tellement de choses à montrer. Moi j'aurais pensé qu'ils allaient nous montrer le combat entre Elda et Masque de Mort, mais même pas. Ce passage qui a une importance dans le manga, il n'est même pas encore montré. Comment ça se fait? C'est n'importe quoi. Et pour moi, voilà, ça enterre une bonne fois pour toutes l'animé par rapport au manga et par rapport à la cohérence de ce qui a été fait il y a des années d'ici. Parce que voilà. Mais malgré tout, je vous invite vraiment à aller lire le manga parce que là, par contre, vous allez vous rendre compte que c'est cohérent dans tous les domaines. Que tout ce qui est expliqué suit à la lettre ce qui a été fait par Kurumada dans le manga de base. Et fatalement par rapport à l'animé, il y a des choses qui sont moins cohérentes parce que l'animé avait déjà pris des libertés par rapport au manga. Mais de manga à manga, tout est cohérent. Donc je vous invite vraiment à aller lire ce manga parce que c'est génial au niveau de ça, quoi, au niveau du scénario. Alors, évidemment, je suppose que dans cet épisode 7, il y en a beaucoup qui ont été déçus parce qu'on n'a pas vu les chevaliers de bronze. Hein, on a vu qu'un très court résumé de la bataille des 12 maisons. Mais ça, les amis, fallait s'y attendre parce que, je le dis, je le répète, Sentia Show, c'est un manga qui est basé sur les Sentia et non pas sur les 5 chevaliers de bronze. Donc, fatalement, voilà pourquoi... fatalement, on ne les verra pas beaucoup, hein, même si on les voit un peu plus dans le manga. Hein, il y a des passages où on les voit, où on revoit les chevaliers de bronze, où on revoit d'autres chevaliers d'argent. Mais voilà, c'est pas le but principal. Le but principal, l'histoire de base, c'est les Sentia, d'accord. Donc, ne soyez pas déçus parce que dans la continuité, ce sera encore comme ça, d'accord. Qui plus est, pour finaliser donc cette review, j'ai également lu un article de Shimaki Kuori qui avait fait donc une interview à propos justement de l'animé et qui expliquait que voilà, le manga ne se vend n'est apparemment pas au beau fixe au Japon, il ne se vend pas comme il devrait se vendre. Pourquoi, j'en sais rien, hein, et que du coup voilà, c'est ce qui fait que malheureusement il y a une animation qui est mauvaise, enfin que l'animé n'est pas non plus d'un bon niveau. Alors pourquoi ça ne se vend pas, j'en sais rien. Moi ce que je peux vous dire, comme je l'ai dit juste avant, c'est que ce manga pour moi il est très bon au niveau scénario. Il faut vraiment aller le lire, franchement allez le lire, ça vaut vraiment le détour.
Il est très beau au niveau scénario, il est très beau au niveau dessin. Enfin, vous le voyez au travers des scans que c'est vraiment quelque chose de très beau. Et qui en plus, je vous le dis, et répète, il est très cohérent par rapport au manga original. Mais voilà, au Japon, apparemment, ça n'a pas pris l'envol que ça aurait dû prendre. Il se vend, mais apparemment pas en suffisance, en tout cas pas comme eux l'auraient voulu. Et qu'apparemment, c'est ça qui fait que ça a eu un impact sur la qualité de l'animé. Et là, je dis que voilà, c'est une grosse erreur de la part de la Toei, parce que si Bandai voulait absolument vendre des figurines Sentia Show, parce que c'est pour ça que l'anime a été réalisé, il ne faut pas se leurrer, eh bien je pense que Bandai aurait dû taper du poing sur la table et dire à Toei, il nous faut quelque chose de cohérent qui suive le truc, parce qu'au final peut-être que ça aurait engendré une vente supplémentaire, parce que peut-être qu'au final au Japon, les gens, parce qu'il faut savoir qu'au Japon il y a énormément de mangas qui sortent tous les jours, hein. Le manga au Japon c'est comme si vous achetiez le journal en librairie, d'accord, hein, ou dans des magasins spécialisés, hein, comme les points à tabac, etc. Mais bon, fatalement, il y en a tellement au Japon qui existent que fatalement les gens ne s'arrêtent peut-être pas sur Sensei Sentia Show. Hein, ils se lancent peut-être sur des choses plus neuves au niveau des univers proposés, hein, parce que Sensei, bah, fatalement, comme ça existe depuis plus de 30 ans, bah, les gens connaissent l'univers, en tout cas pensent savoir connaître. Donc c'est peut-être pour ça que le manga ne se lance pas comme eux ils l'auraient voulu. Mais en tout cas, s'ils avaient voulu augmenter les ventes du manga, la moindre des choses c'était de nous réaliser une série animée, mais digne de ce nom, qui était cohérente avec tout ce qui se passait dans le manga, et qui était cohérente avec au niveau animation, au niveau de tout ce qui pouvait se faire. Quand on voit qu'un Lost Canvas a été réalisé avec 2 saisons, avec une animation de dingue, ben, fatalement quand on voit ça, donc, ben, comment est-ce qu'il est possible de nous faire déjà 7 épisodes, dont dans les 7, il n'y en a que 2, le 5 et l'épisode 7, qui ont une animation qui est vraiment à la hauteur de ce qui se fait maintenant, et que le restant, c'est mauvais. Voilà, pourquoi ces différences? Allez, c'est n'importe quoi. Il y a un tiers, en gros, on va dire comme ça, il y a un tiers des épisodes qui est très bon au niveau animation, le restant est mauvais. Donc fatalement, le fait qu'ils aient réalisé une série animée qui est diffusée sur les télévisions au Japon, bah fatalement, les jeunes voient quoi, bah, ou même les fans, ils voient quoi? Ils voient, oh, Sentia Show, oh, c'est de la merde, c'est mauvais, c'est pas cohérent avec ce qui se fait. Mais fatalement, les gens font quoi? Ils vont pas lire le manga, ils vont pas acheter le manga. C'est logique, c'est logique. Sauf les gens qui, comme moi, ont le manga chez eux, qui l'ont lu, et qui font, au travers de reviews, ou à travers de discussions avec des gens sur les réseaux sociaux, font justement le pas de dire, mais non, allez le lire ce manga, vous allez vous rendre compte que c'est très bon, que l'anime est mauvais, mais que le manga, lui, il est très bon. Donc, c'est pour ça que, bah, fatalement, les ventes de manga ne se lancent pas, en tout cas pas comme ils l'auraient espéré, et que fatalement, en plus de ça, on nous dit, bah oui, mais du coup, bah, la Toei, ah oui, parce que c'est en plus de ça, il paraît qu'au niveau budget, c'est pas extraordinaire, et aussi ça, le budget, et que malheureusement, à cause du budget, on ne peut pas tout faire. Bah, qu'on donne les moyens, même si l'animation n'est pas extraordinaire, qu'ils se donnent les moyens de nous faire le scénario qui est correct, qui suit. Rien que ça. Je suis sûr que s'ils nous avaient fait un animé type 86, mais avec la cohérence et la structure du manga, je suis sûr que le bouquin se vend, que tout le monde dirait génial, ce Sensei, c'est une tuerie. Et non, au final, ils ont opté pour essayer de nous faire de temps en temps une animation de dingue et un scénario de merde. Un scénario de merde qui ne suit pas, qui ne suit en rien. Voilà. Donc, voilà les amis, le résumé donc et le débriefing et le comparatif de cet épisode 7, malheureux, avec le manga. Je pense que ici la vidéo est un peu plus courte que d'habitude parce qu'au final il n'y a pas grand chose à en redire, que voilà, c'est du grand n'importe quoi. Et bah, il nous reste au final je pense 3 épisodes, hein, vu qu'ils ont dit qu'ils allaient en faire 13, et ben, on fera la review des 3 autres qui pour moi bon voilà seront faits parce que j'ai commencé la série et que oui, il y aura toujours ce comparatif avec le manga, mais je ne m'attends plus à rien venant de la série animée, même si j'espère qu'ils continueront parce que j'ai envie de voir quand même de l'animé Senseiya, parce que j'ai plaisir à regarder l'animé malgré tout. Mais voilà, au final, ça enterre cette série par rapport au manga. Et je comprends The CNS qui dit que bah voilà, c'est du grand n'importe quoi, c'est de la merde. Et je vous dis, au moment où je fais cette review, il n'a pas encore fait, ou en tout cas pas encore posté la review de l'épisode 7. Et je suis même pas sûr qu'il va la faire, parce que voilà, c'est ultra mauvais. Voilà les amis, et bien là-dessus, n'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook et de vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Et de voter pour la review que vous voulez voir. Donc je rappelle que j'ai mis sur la page Facebook de la collection d'Orpheus les 5 figurines donc, qui sont en liste pour la prochaine review. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais c'est pas encore fait, d'accord? Allez voir ce qu'il se fait chez mes autres collègues youtubeurs, Senseiya ou autres, d'accord? C'est toujours hyper intéressant et valorisant
pour eux aussi de voir que des gens vont voir leur réalisation visuelle, d'accord? Donc allez-y, faites-vous plaisir, d'accord? Et je vous dis à très très bientôt les amis, salut à tous, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.